Bien, bonsoir à tous. Je vais faire l'appel pour constater que nous avons le quorum. Donc, je suis présent. Nathalie Lecordier, Françoise Lacaille-Léné, Olivier Marical, Jocelyne Brochard, Christophe Barré, Marie Chaillet, Xavier Auguel, Antoine Ojeda, Marie-France Fouchard, Isabelle Bergenot, Patrice Renaud, Philippe Jouet, Catherine Recher, Jean-Marc Chevalier est absent excusé, Laetitia Hers, Jean-Luc Delceau, Fatima Bouchama est excusée, elle a donné pouvoir à Christophe Barré, Céline Secaille, Quentin Bousse, Thomas Delaunay est absent excusé également, Annick Bonneau, Monique Dubec, Jean-Christophe Chatelain, Gilles Thomas, Aude Eragne, Baptiste Boulan, Pascal Guillouet et Véronique Michaud. Eh bien, nous sommes suffisamment ce soir pour pouvoir délibérer. Vous avez reçu normalement l'ordre du jour de notre séance du conseil municipal. Il nous faut, comme à l'accoutumée, je me tourne déjà vers Céline Secaille, choisir notre secrétaire de séance. Alors, je ne sais plus si c'était Thomas la dernière fois, mais étant absent de toute façon, je propose la candidature de Céline Secaille. Donc, qui s'y oppose? Personne, donc à l'unanimité. Merci. Ça va nous permettre aussi d'adopter le procès-verbal de la séance précédente, donc, qui avait lieu le 15 décembre dernier. Est-ce que cela appelle de votre part des questions et des remarques? Monsieur Boulan, oui. Par rapport à la délibération sur le presbytère, donc on a eu un débat très intéressant sur cette délibération avec, bien sûr, malgré la promesse de notre groupe de voter contre, une demande au moins d'amender la délibération sur le fait que le vote concernant expressément la vente serait reporté à un conseil municipal ultérieur. Donc lors du conseil municipal, vous nous avez opposé une fin de non-recevoir. Voilà. Après, on a pu encore un peu débattre de la situation, une situation très compliquée en elle-même, hein, puisqu'on est sur un bien qui est situé en plein centre-bourg et sur lequel il est grévé de certaines obligations, de certaines contraintes de droit civil et de droit notarié. Donc voilà, c'est une situation extrêmement compliquée. À la lecture du PV, on n'a pas forcément retrouvé l'intégralité de ces échanges-là. Le fait, alors on vous en remercie, on a l'impression, mais on n'est pas sûr, que vous avez accédé à notre amendement d'intégrer dans la délibération ce vote à une date ultérieure. Mais voilà, au niveau du PV, on n'est pas forcément... voilà, il reste des zones grises sur ce qui a pu être échangé et sur même le contenu de la délibération qui ne sont pas conformes au débat. Donc c'est pour ça que notre groupe va s'abstenir sur cette délibération en particulier. D'accord, merci. La deuxième question, c'est de savoir si vous aviez bien reçu effectivement, je pense, le recours de l'association pour retirer cette délibération. Est-ce que vous comptiez proposer, vu le parallélisme des formes, le retrait de cette délibération à ce présent conseil? Non, effectivement, j'ai reçu d'abord... sur les débats qui ont été retracés dans le procès-verbal, ils l'ont été le plus fidèlement possible. Donc, s'il y a des imprécisions ou autres, il faut nous le préciser. Hein. S'il y a des phrases de votre part qui auraient été oubliées dans le débat et dans le procès-verbal, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous. En règle générale, les débats sont enregistrés. Ils sont rédigés par l'administration, qui évidemment nous les fait ensuite valider pour le soumettre au vote. Donc si certaines parties du débat avaient été occultées, il ne faut pas hésiter évidemment à nous dire lesquelles. C'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, c'est qu'une association qui s'est constituée sur ce projet a rédigé un recours gracieux sur cette délibération. Et nous avons estimé que ce recours gracieux n'était pas motivé d'un point de vue juridique, en tout cas, qui ne nous a pas encouragés, en tout cas, à aller autrement que ce que nous avions adopté lors de la dernière délibération. Donc on continue le processus, hein, il est en cours. Et nous aurons évidemment à réunir le jury au moment du choix, quand effectivement les dates butoirs d'appel à candidature seront à terme. Donc voilà, le projet avance tout doucement, à son rythme, dans le calendrier qui avait été donc fixé. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques sur le procès-verbal de la séance? Les retours de nos échanges, là, il y a un
point pour lequel j'étais un petit peu surprise. On avait parlé justement de revoir l'écriture de cette non, on délibération. Pas vu ça, madame. On ne va pas refaire le débat ce soir. Je vous le dis tout de suite. Si vous avez un problème, c'est sur la forme, c'est pas sur le fond. Le débat a eu lieu. Donc on va pas refaire le débat ce soir. A eu lieu. Mais lorsqu'on vous a demandé d'écrire ce que vous avez dit, il me semblait me rappeler que vous aviez regardé Jean-Baptiste Leclerc et que vous aviez dit non. Donc j'ai été surprise quand j'ai vu que effectivement vous aviez accepté d'écrire dans la délibération cette nouvelle clause. Bon, c'est peut-être moi qui n'ai mal entendu, je vous propose etc. le procès-verbal. Vous vous abstenez, c'est votre droit. D'accord. J'ai une autre question à vous poser un petit peu, puisqu'on a vu que était paru dans les annonces légales au mois de janvier, par exemple, une révision en justice des conditions et charges. Ça fait partie des délégations du maire de faire la demande ou parce que je n'ai pas retrouvé justement cette précision-là dans le règlement intérieur et dans les délégations du maire. Le maire peut rester en justice aussi, effectivement. Parce que alors, si nous étions au tribunal, par exemple, nous aurions effectivement à autoriser le maire. Effectivement, le conseil municipal devrait autoriser le maire à rester en justice sur une affaire. Actuellement, il n'y a pas d'affaire. Précisément, il n'y a pas de recours, précisément, en dehors du recours gracieux, mais il n'y a pas de recours au tribunal qui fait que le maire demande l'autorisation au conseil municipal de pouvoir rester en justice. Mais là, c'était une demande au tribunal de revoir la notion du legs. Oui, tout à fait. Oui. D'accord, merci. Pour justement se cadrer aussi sur ce projet, pour éviter de s'exposer à d'éventuels recours. Madame Dubec, oui. Préciser, c'était dans la délibération 6 du dernier conseil municipal avec la participation aux dépenses de fonctionnement aux écoles privées. Je vous avais écrit à ce propos. Et donc, en fait, vous avez cité l'exemple de Mont-Saint-Aignan qui attribuerait 1 000 euros aux écoles maternelles et 886 euros en élémentaire. Or, j'ai reçu effectivement la convention qui est en vigueur actuellement sur Mont-Saint-Aignan. Et le forfait communal, c'est 886 effectivement, mais pour les maternelles, et 655 pour les élémentaires. Donc, c'est encore une fois un exemple où ce forfait communal est moins élevé que Biorel, contrairement à ce que vous aviez dit. Alors, par rapport au... comment je veux dire ce que vous allez évoquer, je suppose, c'est les transports en car. Mais oui, mais alors faites le calcul. Moi, je ne fais pas le calcul. Je lis la délibération du conseil municipal de Mont-Saint-Aignan. Oui. Et je dis, effectivement, alors, le forfait vous dites vrai sur le forfait de 886 euros, vous l'avez bien cité, mais il faut évidemment intégrer, parce que c'est la ville qui paye, le transport aussi. Donc, on voit que le forfait intégrant les coûts de transport porte donc ce montant aux écoles privées à 1 000 euros pour un élève en maternelle, notamment. C'est la délibération du conseil municipal de Mont-Saint-Aignan. Alors, vous pourrez aller la consulter. La convention, c'est une chose, mais moi, je vois la délibération du conseil municipal. Pas tout à fait le même document. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la convention, mais en tout cas, le conseil municipal a autorisé Madame la maire à signer cette convention. Donc moi, je lis en toutes lettres, je peux bien vous la laisser, cette délibération, qui démontre... Parce qu'effectivement, c'est écrit en toutes lettres, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc le montant est porté à 1 000 euros. Mais encore une fois, on ne va va pas faire le débat de fond ici. Mais sur la forme, je ne me suis pas trompé, comme vous le dites, dans le procès verbal. C'est pas ce qu'on m'a donné comme information au niveau de Mont-Saint-Aignan. Bon, par ailleurs... Oui, j'invente rien, moi. C'est la convention qui... Oui. Donc non, mais si on veut comparer effectivement les participations, mais on avait parlé de cet exemple précis. Et justement, je voulais aussi, par rapport au calcul qui a été fait, je n'ai jamais dit que le calcul avait été fait par rapport aux effectifs de l'ARPIN, comme vous l'avez noté dans le procès-verbal. Moi, ce que j'ai dit, j'ai parlé d'abord du forfait communal et j'ai parlé après des effectifs de l'ARPIN,
mais c'était dans un chapitre séparé. Et donc là, il y a confusion en disant on n'a pas fait le calcul qu'avec les élèves de l'ARPin, comme vous supposez le dire. Je n'ai jamais dit ça. Voilà, bon. Donc j'aimerais bien que ce soit rectifié. Je n'ai pas parlé de l'ARPin dans le forfait communal. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Pas particulièrement. Donc je vais mettre aux voix. Donc qui est contre ce procès-verbal? Qui s'abstient? Donc 6 abstentions. Il est adopté. Je rappelle que j'ai retrouvé dans la délibération la délégation du conseil municipal au maire qui autorise donc d'intenter au nom de la commune des actions de justice, de dépôt de plainte avec constitution de partie civile ou de défendre la commune dans des actions intentées contre elle devant toute juridiction civile, pénale, administrative ou européenne en première instance, y compris en appel, en cassation et ainsi de suite, de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 €. Donc, pas forcément. Enfin, moi, j'attaque personne en tout cas, d'un point de vue. Voilà, alors on passe ensuite aux décisions justement prises dans le cadre de la délégation au maire. Est-ce que cela appelle de votre part des questions ou des remarques? Monsieur Châtelain, oui. Oui, simplement une question sur la restauration. Oui. J'ai vu qu'il y avait une activité de traiteur qui se mettait en place, qui prenait un peu d'importance. J'ai bien vu que cette activité, bien que le service soit bien occupé, prévoyait cette activité sur les trous. Il y a eu un paragraphe en fonction de la charge de travail. Donc il est précisé qu'il y a bien des heures supplémentaires pour le service, mais vous n'avez pas songé à avoir des heures supplémentaires sur la production, puisque le service est déjà bien complet. Ça, c'était la première question. Et la deuxième, c'est concernant les photocopieurs. Il y a un achat de photocopieurs aujourd'hui. Alors, pour avoir déjà donné dans une autre vie, je me demandais pourquoi la mairie ne loue pas plutôt que d'acheter. Est-ce qu'un comparatif a été évoqué en fonction des deux formules? Je vous dis, moi, pour avoir déjà donné, je me suis retrouvé à essayer de migrer un parc en propriété vers un parc locatif et j'y ai passé beaucoup de temps. Alors vous me direz, je suis pas très doué, mais en même temps, c'est une réalité de se retrouver avec un parc extrêmement lourd sur les bras. Bon, par rapport à la première question, effectivement, la possibilité de traiteur est très limitée en réalité, et c'est plutôt dédié à la collectivité. Donc, quand on fait un certain nombre de pots avec les associations ou autres, donc on le permet pour justement pouvoir pour permettre en fait d'optimiser, je dirais, ce service. D'autant que je dirais le personnel y est favorable aussi. Ça valorise en même temps aussi la restauration scolaire. Et à chaque fois, ceux qui peuvent profiter effectivement de ce service sont appréciés. Donc voilà. Mais bon, c'est pas quelque chose qu'on va industrialiser entre guillemets sur ce point. Le deuxième point, donc sur les photocopieurs, alors je souris toujours un peu parce que moi je suis assez réfractaire. Je me dis que c'est très énergivore, on consomme beaucoup avec cela, puis à l'ère du numérique, on pourrait diminuer un peu nos consommations. Donc je suis très attentif à cela. Autrefois, on avait des photocopieurs un peu partout dans toutes les pièces. Aujourd'hui, il y en a un par étage ici. Et puis, bien évidemment, les écoles en ont encore besoin d'un point de vue pédagogique, etc. Donc je résiste moins pour le coup quand il s'agit d'équipements pour les écoles. Alors, on a fait un peu une étude, on a regardé effectivement. Alors, il semble bien que ce comparatif a été fait. Et que la location était financièrement inintéressante en fait. Enfin, c'est plutôt intéressante, c'est ça? Non, inintéressante, oui. Donc, notamment pour les histoires de maintenance aussi. Donc voilà, l'étude a été réalisée par l'administration qui semble dire que c'était la solution la plus optimale. Mais pour moi, la plus optimale, c'est de réduire le parc. À terme, j'espère qu'on y arrivera. Voilà, j'espère avoir répondu aux questions.
Avez-vous d'autres points à aborder sur les décisions? Audiran, oui. Merci. Il s'agit de la décision 2023-02 CDE sur le contrat de location d'un véhicule minibus de 9 places. Et nous aurions voulu savoir quel était l'usage et à quelle occasion on avait besoin de ce minibus de 9 places. Alors c'est vrai qu'à la ville, on n'a pas de transport collectif propre. Bien sûr, on a évidemment tous ceux de la métropole qui existent, mais parfois on peut avoir besoin de recours à du transport pour les personnes âgées, par exemple. Ça pourrait être le cas aussi du conseil municipal des jeunes qu'on voudrait amener quelque part. Également, peut-être pour certaines, le centre de loisirs également. Alors sur des petits volumes, évidemment, pas sur des grandes classes ou des grands effectifs. Mais en tout cas, voilà, ça nous a semblé intéressant que de tester, on verra sur le temps du contrat, ce type de véhicule, comme ça existe dans beaucoup de communes aujourd'hui, ont aussi un peu recours à cela. Alors, surtout, on ne l'achète pas, donc on n'a pas, évidemment, à investir dans ce type de véhicule. En fait, le modèle économique, c'est en fait la publicité sur le tour du véhicule auprès des annonceurs locaux que le financement va se faire, en fait, d'une certaine manière. Donc, ce véhicule est mis à disposition de la ville et on a juste à l'entretenir correctement, quoi. Donc, on ne l'acquiert pas. Donc, c'est pas un investissement de la ville. Donc voilà, donc on se dit on va tester, on va le tenter, on va voir si effectivement c'est quelque chose d'intéressant pour quelques actions auprès des jeunes et des moins jeunes. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Annick Bonneau. Ouais. De façon permanente, alors? Oui. D'accord. Oui, il est mis à la disposition de la ville. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions ou remarques sur... Oui. Peut-être une question, une remarque générale. C'est en reprenant un petit peu les interrogations qu'on a formulées dans les différents conseils municipaux, je m'aperçois qu'on a régulièrement des interrogations sur cette partie des décisions. Oui. Et donc, pour des questions un peu de transparence, je dirais qu'on voit bien que dans la partie délibération, vous nous donnez un certain nombre d'informations. Il y a des textes, des conventions, des chiffres, des annexes, etc., qui viennent expliciter la délibération et qui nous permettent de comprendre un certain nombre de choses. Autant dans cette partie décision, on a simplement la décision sans savoir, par exemple, les photocopieurs, combien de photocopieurs ou pourquoi ce minibus. Régulièrement, nous sollicitons des informations. Et je pense que ce serait peut-être intéressant d'avoir un petit dossier documentaire par rapport à ces décisions. D'annexer, en fait, l'éventuelle convention, l'éventuelle fiche de tarif ou autre. Non, mais pas de le faire papier, hein. C'est de l'insérer dans les annexes donc dématérialisé, bien sûr. Bon, en tout cas, oui, il n'y a pas de volonté, vous l'avez dit vous-même, hein, mais il faut effectivement, peut-être qu'on vous apporte de temps en temps, évidemment, si c'est un arrêté de concession, de renouvellement de concession. Il y a beaucoup de délibérations sur le cimetière, ça, effectivement, il n'y a pas de problème. Quand il y a des achats particuliers, ça peut être intéressant. Merci. Par exemple, ID Verdé, là, une prestation de désherbage qui est parce que vous avez lancé une procédure pour une prestation, il n'y a eu qu'une proposition. Pas forcément, mais on ne va pas forcément vous dire qu'on a interrogé telle et telle entreprise, etc. Enfin, donc ça va être assez lourd. Ensuite, les services travaillent. Hein. Par contre, oui, mais bon, je suppose que c'était le moins cher que vous avez retenu. Oui. Mais par contre, au niveau du désherbage, il n'y a pas du tout, comment je veux dire, au niveau de la mairie, enfin, il n'y a pas du tout de désherbage fait par les agents municipaux. Oui, bien sûr. Enfin, Jocelyne Brochard pourrait répondre à cette question. Bon, elle est dans le détail, mais si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à revenir vers les élus qui vous donneront plus de détails sur un certain nombre de prestations. Des détails concernant le nombre de passages, le désherbage, c'est
Bon, voilà les grandes lignes, quoi. Bah non, c'est... Prends le micro. Ça revient à vous donner le compte-rendu de tout ce qui est fait dans les services. Alors, on ne va pas s'en sortir, quoi. Est-ce que l'on peut savoir au niveau du désherbage si, justement, combien de fois par an c'est fait, etc. Il y a bien des lignes quand même. Le désherbage, il y a un contrat. Mais en plus, les employés font du désherbage quand il y a besoin, en plus, ponctuellement. Mais sinon, on a un contrat pour le désherbage des rues. Et vous le savez, on n'a plus droit aux produits phytosanitaires. Donc, c'est plus... Je dirais qu'on passe plus souvent avec moins de résultats, donc les rues sont, entre guillemets, moins propres. Et comme je l'ai dit déjà dans un conseil municipal, ce ne sont pas des mauvaises herbes, ce sont des herbes qui ne sont pas à leur place. Voilà. Bien, je vais vous proposer de passer aux délibérations. Donc, la première délibération porte sur la désignation d'un correspondant à incendie et secours de la ville de Biorel. Donc, effectivement, une loi de 2021 prévoit la désignation par chaque conseil municipal d'un correspondant à incendie et secours, qui est chargé donc des questions de sécurité civile. Donc son rôle devra permettre de concourir à la gestion de la défense incendie sur la commune, même si cette compétence est à la métropole, et de mettre en place plus facilement aussi ce que l'on appelle notre plan communal de sauvegarde que nous avons et que nous devons régulièrement remettre à jour. Et dans une région très industrielle comme la nôtre, c'est évidemment des documents importants et il faut évidemment être très sensible aux risques industriels, aux risques d'incendie qui peuvent exister sur notre territoire. Alors je vous propose pour cela de désigner Madame Catherine Recher comme correspondante incendie et secours donc, de la ville de Biorel, et nous transmettrons évidemment son nom à la préfecture de région. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Oui, Monsieur Thomas. Oui, juste une question. Donc, je voulais savoir si, de la même façon, on avait désigné un correspondant ou un référent laïcité ou égalité femmes-hommes. Parce que j'ai cherché, j'ai pas trouvé sur le site. Est-ce qu'on en a désigné ou pas? Donc c'est vous la référente. Et laïcité? Donc c'est vous aussi. Donc c'est clair. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Monsieur Châtelain, oui. Oui, une remarque récurrente. À chaque fois qu'on a une désignation dans une instance représentative, je précise toujours un petit peu cette même remarque, c'est-à-dire que indépendamment de la personne que je ne remets absolument pas en cause, mais c'est un peu la volonté de représenter qui est interrogée, parce que on s'aperçoit que vous avez interrogé, dans le cadre de la commission, vous nous avez interrogé en disant y a-t-il un candidat, sauf que les choses ne sont pas précisées, ne sont pas prévues en amont, donc il faut un peu de temps, surtout sur une telle charge, puisque c'est... Avons-nous les compétences en interne pour pouvoir candidater? Nous, ça se prépare, ça s'improvise pas, donc c'est cette question, cette volonté politique de pouvoir nous associer à cette démarche qui est mise en cause. Quand on demande systématiquement de participer au SI2B, au conseil d'école, etc., vous nous rétorquez que vous êtes de l'opposition, vous ne portez pas la politique générale de la municipalité, donc vous ne pouvez pas siéger. J'aimerais simplement rappeler, j'en terminerai là, c'est que aucun des conseillers municipaux qui est autour de cette table n'est là pour soutenir les intérêts particuliers du maire ou les intérêts particuliers d'un groupe particulier qui serait le groupe majoritaire. Nous sommes bien tous au service des Biorelais, et dans ce cadre-là, je pense que nous avons tous la légitimité pour siéger. Oui, tout le monde a la légitimité, effectivement. Après, la démocratie fait qu'il y a une majorité, une opposition, et que sur des postes, effectivement, des désignations un peu plus stratégiques, voire un peu plus politiques, pas politiciennes, mais de politique municipale, il vaut mieux quand même soutenir la politique municipale que de ne pas la soutenir pour défendre le point de vue de la municipalité auprès de différentes structures. Je ne parle pas d'ici, puisque là, on est dans l'intérêt général du secours incendie. Mais sur certaines structures, c'est important de porter la parole de la majorité municipale.
quand vous dites qu'on ne soutient pas la politique municipale, on ne soutient pas et on s'oppose à certaines de vos actions. Oui, bien sûr. Mais à certaines des actions, pas à toutes. Ah non. Voilà. Je dirais que pas 80% des délibérations, je n'ai pas fait le calcul, mais sont votées à l'unanimité du Conseil. Donc, mais il y a un acte très politique, et qui est celui de voter ou ne pas voter le budget. Donc on est dans l'opposition de la majorité si on ne vote pas le budget. C'est ce qu'on me dit aussi au Conseil de la métropole. Donc dans toutes les désignations à la métropole sont essentiellement des désignations de personnes de la majorité. Or l'intercommunalité, c'est encore différent. Mais bon, voilà, c'est aussi le principe démocratique du fait qu'il y a une majorité, une opposition. Mais on essaie autant que faire se peut, je crois, de vous associer à un maximum de commissions, de présence aussi. Vous êtes aussi conviés quand il y a des animations, des actions, et je vous remercie d'y participer, même souvent très activement. Et donc, vous prenez totalement part, je dirais, à la vie de la cité à travers votre présence et vos actions auprès notamment du tissu associatif, etc. Donc pas de reproche particulier où vous seriez dans la critique systématique ou autre. On ne le constate pas ici à Birel depuis de nombreuses années et on en est satisfait forcément. Vous pourriez aussi en permanence tout critiquer, dire que tout est mal, que nous sommes dans le pire des mondes de la commune. C'est pas le cas et on l'apprécie plutôt. Voilà. Je reviens à la délibération, si vous êtes d'accord. Donc, qui est contre cette désignation, qui s'abstient. Donc, elle est adoptée à l'unanimité. Alors, c'est Olivier Marical qui va peut-être le plus parler ce soir, et je vais lui céder la parole pour parler d'abord de publicité. Oui. Merci, monsieur le maire. Oui, c'est pour l'élaboration du règlement local de publicité intercommunale. Alors, il y a eu un projet de règlement, ce qu'on appelle le RLPI, qui a été arrêté par le Conseil métropolitain le 12 décembre dernier. Ce programme a permis de partager les constats du diagnostic, faire émerger les enjeux et définir les orientations générales du document et établir les règles en matière de publicité, pré-enseigne et enseigne. Alors, conformément au code de l'urbanisme en vigueur, les communes sont invitées à émettre un avis sur ce projet. Alors, pour vous donner un peu les choses quand même à tous ceux qui nous écoutent ici présents et ceux qui pourraient nous regarder éventuellement, le règlement local de publicité intercommunale, autrement dit le RLPI, c'est uniquement pour la métropole de Rouen. Il est intercommunal sur la métropole. Alors, vous avez certainement lu le règlement. Alors, vous avez vu qu'il existe plusieurs zones sur la métropole, avec chacune une réglementation propre et bien sûr des exclusions propres. Alors, je ne vais pas te revenir en détail. Alors, globalement, les objectifs étaient de prendre des mesures plus restrictives et contraignantes que le RNP, qui est le règlement national de publicité qui s'applique dans toute la France. Et également, c'était d'harmoniser les publicités enseignes et préenseignes sur le territoire de la métropole. C'était le but. Alors, de nombreuses réunions préparatoires avec toutes les communes ont eu lieu. C'est le côté participatif de la métropole. Par contre, je suis beaucoup plus circonspect sur l'intégration des mesures demandées par les communes. Comme toujours dans ces cas, dit de participation, c'est la volonté du décideur qui prime, surtout. Mais cela permet d'enrober les décisions d'une démarche participative. Ceci dit, à mon avis personnel, cela va dans le bon sens, malgré quelques aberrations, comme on voit, moi, à mon avis, fermer toutes les enseignes des magasins à 21h. J'aurais pu le mettre à 22h parce que ça va devenir assez sombre et triste de circuler dans Rouen sans aucune... juste les lampadaires qui nous éclairent. Puis, et à 21h, bon. À 22h, à mon avis, ça aurait été beaucoup mieux. Mais enfin, il faut croire qu'il y a beaucoup de couche-tôt à la métropole. Alors, voilà. Alors, au regard du rapport qui précède, je vous propose d'acheter la délibération transmise. D'adopter, pardon. Quelques points, peut-être avant de vous laisser aussi réagir. D'abord, le premier point, c'est de dire qu'on avait déjà un plan
un schéma qui était existant. On l'avait adopté il y a peut-être une dizaine ou une douzaine d'années au moins, peut-être. Sur lequel on avait déjà bien travaillé, je dirais, parce qu'il était déjà assez restrictif. Alors, on peut toujours faire mieux, la preuve, et celui-ci va plus loin et tant mieux. Mais en tout cas, on avait déjà un document. C'est le premier point, qu'on avait déjà été sensibilisé là-dessus. Le deuxième point, c'est de dire aussi que il y a des territoires, notamment en entrée de ville, en entrée de métropole, qui sont beaucoup plus impactés que nous. C'est vrai qu'en dehors peut-être de la route de Neuchâtel, qui est quand même un axe structurant, et puis de quelques axes également comme l'avenue du Maréchal Juin ou la sortie de l'échangeur du Chapitre, on n'a quand même pas beaucoup de panneaux publicitaires sur notre commune. On a toujours trop, mais en tout cas, voilà. De dire aussi qu'il ne faut pas mélanger les choses, c'est-à-dire qu'on a aussi du mobilier urbain et que le mobilier urbain, lui, n'est pas remis en cause dans ce schéma-là. Dire enfin que, voilà, on s'est un peu moqué de la métropole, mais en tout cas qu'on a bien travaillé aussi avec les services de la métropole, que nous y avons participé positivement, activement. Donc c'est important de dire aussi que ce schéma qui vous est proposé là, et dont nous vous demandons un vote favorable, eh bien, rentre tout à fait dans la politique telle que nous la souhaitons sur ce domaine-là. Qui veut réagir ? Annick Bonneau. Oui, je vais réagir dans le même sens que vous, en rajoutant quand même une petite chose. J'avais demandé effectivement d'avoir les cartes de zone, parce que lire ce document-là, du début jusqu'à la fin, c'était quasiment insomniaque. On a eu les cartes, donc effectivement on les avait, mais bon, c'est des documents qui ne peuvent être lus que sur un ordinateur. Quand on a une tablette et qu'on essaye de lire les cartes, c'est quasiment impossible. On peut quand même, avec les cartes, regarder et se féliciter de la protection d'un certain nombre de zones, comme les zones des boucles de la Seine, sur lesquelles sont interdits justement maintenant tous les panneaux publicitaires. Et ça, c'est une bonne chose. On va de toute façon être obligé de faire attention aussi avec l'extension des zones d'activité. On va avoir la zone d'activité de la plaine de la Ronce là, qui va devenir monstrueuse. Il va y avoir encore des choses du côté de Bois-Guillaume. Ça va quand même joliment impacter un petit peu le paysage. Puis bon, on aime bien qu'il n'y ait plus de lumière la nuit. Ça nous permet quand même de regarder les étoiles. C'est pas plus mal le soir quand on se couche, et puis ne pas avoir cette auréole dorée quand on est parti. C'est quand même, moi quand je vais chez ma fille, il n'y a pas du tout de lumière le soir, c'est quand même, c'est une autre vie, quoi. Donc bien pour un règlement comme métropolitain, respectable, respecté, j'espère. Il reste à savoir comment on se pourra faire les contrôles de ceux qui respectent les règles. Mais bon, l'avantage, c'est que toutes les villes de la métropole sont soumises aux mêmes règles. Et ça, c'est quand même à souligner. Merci. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, commentaires ? Pas particulièrement. Donc je vais mettre aux voix, donc qui émet un avis défavorable sur ce schéma, sur ces orientations, sur ce règlement local. Personne qui s'abstient non plus. Donc à l'unanimité du Conseil, nous émettons un avis favorable. Olivier Marical va nous parler du bilan des acquisitions et cessions de cette année 2022. Alors, conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, le bilan des acquisitions et cessions opérées sur son territoire par une commune de plus de 2000 habitants donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Vous avez reçu le tableau détaillé dans la note de synthèse et ce bilan sera annexé au compte administratif de la commune. Alors, dans notre cas, il y a juste une cession, c'est la parcelle concernant la maison médicale pour 144 000 €. Donc, au regard de ce qui précède, je vous propose d'adopter la délibération transmise. Voilà, est-ce qu'il y a des questions, des remarques ? Oui, Monsieur Moulin. C'est un acte extrêmement administratif, financier, donc voilà, donc on ne va pas voter contre, mais sur cette, je vais pas revenir sur le fond de la vente du terrain sportif, mais même si c'est un acte purement administratif, on va s'abstenir sur le vote de cette délibération. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ? S'il n'y en a pas, je vais mettre aux voix. Donc, qui est contre cette délibération ? Qui s'abstient ? Donc, 6 abstentions. Donc, elle est adoptée.
On continue avec Olivier Marical. Cette fois-ci, on va nous parler d'une garantie d'emprunt d'un bailleur social, ce qui démontre qu'on continue à construire du logement social sur Biorel. Oui, alors il s'agit du bailleur Logéo Promotion, qui est le principal bailleur de Biorel, qui a engagé une opération de vente en l'état futur d'achèvement de 4 logements avec un prêt social de location-accession rue de la Petite Bouvrie. Le financement de cette opération sera réalisé par un emprunt bancaire pour un montant total de 631 551,57 €. Le bailleur sollicite l'accord de la commune de Biorel sur les montants de garantie d'emprunt à hauteur de 50%, soit 315 775,78 €. Alors, je voudrais dire aussi là quelques mots sur ça. Les 50% de garantie, c'est le taux normal. Les 50% restants étant donnés par le département. C'est ça. Je vais vous donner aussi, puisque vous allez certainement le demander, l'encours de garantie au 31/12/2022. Dans le détail, Dialoge, il y a 419 872,77 €. Logéal, 1 278 353,73 €. Logéo, 7 500 933,38 €, ce qui fait un total pour le logement social de 9 199 159,88 €, soit 99,78% de l'encours. Le reste, les 19 832,79 € qui restent, ça a été une garantie d'emprunt accordée à l'OGEC de Notre-Dame-des-Anges pour la construction de ces salles. Alors, on va aller plus loin. Je vous le dis que la fin de l'encours au 31/12/2002, ça sera en 2066. Pas besoin de s'en faire. 15 emprunts. Le taux actuariel, je vais vous le donner, il est de 1,23, mais je vous rappelle quand même que ça, comme c'est du logement social, c'est indexé sur le livret A. Je vous le rappelle. Voilà. Merci pour tous ces détails. Donc, avez-vous des questions ou des remarques sur ce point? S'il n'y en a pas... Oui, Annick Bonneau, oui. Bah oui, pourquoi pas. Bon, juste une petite chose, effectivement, on en avait parlé au moment de la commission, c'est quand même quelque chose de très intéressant que cette procédure de PLSA, c'est-à-dire des logements, effectivement, accession-vente. On aimerait bien que les bailleurs sociaux fassent un petit peu plus ce genre d'actions qui permettent comme ça à des jeunes couples de commencer par une location et de pouvoir après enchaîner sur la propriété de l'appartement, sachant que les loyers qui auront été versés au préalable seront déduits du montant de l'achat. Donc ça, c'est une chose quand même qui est relativement intéressante. C'est pour ça qu'on sera d'accord sur cette garantie d'emprunt. Sauf que à chaque fois, on parle des bailleurs sociaux, mais on oublie quand même toute une partie de la population qui se retrouve sur le plateau des provinces, c'est-à-dire, bon, effectivement, des logements dont les particuliers sont propriétaires et qui sont dans des difficultés en ce moment pour justement isoler leurs appartements, essayer de trouver des moyens pour répondre à la précarité énergétique. Est-ce qu'il ne serait pas possible de faire venir un groupe de travail à la disposition de ces personnes pour leur présenter les possibilités de financement de ces travaux et d'y associer les syndics et d'expliquer aux syndics que c'est dans leur obligation aussi de trouver des solutions pour aménager ces appartements. Alors je sais bien que ça n'est pas de la responsabilité de la commune au niveau du prêt, mais au niveau de l'aide à l'information, ça pourrait quand même être important. Faire venir l'ANA, faire venir d'autres organismes. Il me semble qu'à la métropole, il y avait eu une demande, un pôle d'information qui avait dû être créé. Donc ça serait peut-être bien de le faire venir sur Biorel, de façon à rééquilibrer un petit peu les charges entre locataires et propriétaires. Merci. Alors, pour votre question en faveur pour les jeunes qui arrivent pour acheter. Ce que j'ai regardé, j'ai été sur Internet et puis j'ai regardé par curiosité les PSLA.
Alors, vous savez qu'il y a un plafond de ressources qui est demandé aux acquéreurs. Alors, il faut savoir que Billorel, au niveau du logement social, est en zone B1. Alors, j'ai regardé... il y a la zone A qui est Paris et on est juste après. Donc, le plan, j'ai regardé les plafonds de ressources qui est nécessaire pour acheter un appartement pour 2 personnes en zone B1, minimum annuel, je dis bien minimum annuel, 46 473 € de revenu fiscal. Ça commence à être pas mal. Et ça, c'est quand même pour du logement social. Hein. Oui, mais avec à terme l'accession à la propriété. À terme l'accession à la propriété, mais enfin, il faut au minimum. Oui, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Mais c'est sûrement un bon dispositif, malgré tout, pour inciter à faire venir un certain nombre de jeunes familles. C'est une possibilité. Alors moi, ce que je regrette dans le PLH de la métropole, que je n'ai pas voté d'ailleurs, c'est que la métropole, si nous voulions par exemple rentrer dans cette démarche, c'est-à-dire on peut tenter d'aller chercher des bailleurs sociaux pour ce type de dispositif PSLA. Dans une construction qui pourrait faire 10 ou 20 appartements, par exemple, et de se dire on pourrait en réserver une partie en PSLA. La métropole impose que si vous alliez sur du logement social, vous avez l'obligation aussi d'un certain pourcentage de PLAI, c'est-à-dire du très social pour le coup. Or, moi j'estime que le PLAI, nous avons déjà le quota ici à Billorel. C'est pas ce que pense la métropole, mais moi je dis qu'aujourd'hui, dans l'attribution du logement social dans le parc existant, nous avons des familles en grande difficulté qui viennent d'autres communes, qui accentuent sur certains immeubles, je dirais, la pauvreté. On voit le taux de pauvreté dans certaines parties du plateau des provinces augmenter. Par l'attribution donc du logement social, souvent dans le contingent préfecture, de familles qui sont en grande difficulté et qu'on retrouve évidemment assez rapidement au CCAS. Donc moi je considère que cette mixité sociale, elle existe déjà à Billorel et que nous n'avons pas forcément à la renforcer. Voilà, on a 28% de logements sociaux, donc on a un parc existant qui de plus en plus à des familles de profil PLAI, donc cela ne nous encourage pas forcément à en construire de nouveaux. Or, on préférerait aller sur du PSLA ou sur du BRS, je dis aujourd'hui, bail solidaire, qui permettrait malgré tout à faire venir des jeunes familles. C'est le premier point. Donc Olivier Marical vous a répondu aussi. Le deuxième point que je veux répondre également, c'est sur effectivement les propriétaires qui ont sûrement de plus en plus de difficultés vis-à-vis de la crise énergétique pour pouvoir rénover leur propre résidence. Alors pour cela, il y a un outil qui vient d'être créé l'année dernière qui s'appelle Alterne, qui est en fait une structure de la métropole qui peut se déplacer sur place ou qui peut faire venir aussi les propriétaires au niveau de côté d'Astuce, là, donc en bas de la rue Jeanne d'Arc. Donc ils ont des locaux là-bas et ils ont un certain nombre à la fois sur la sensibilisation sur les matériaux, etc., pour aller dans le sens de la performance énergétique, mais aussi pour la recherche de financement également. Ils peuvent aider à monter des dossiers de subvention auprès de l'ADEME, auprès de la région aussi parfois, ou auprès même de la métropole. Donc cette structure Alterne a été rencontrée par les services de la ville, parce que ça peut nous servir aussi. Et donc nous allons avec eux rentrer dans cette démarche justement de toucher les propriétaires des appartements. Donc voilà, donc c'est quelque chose effectivement vers lequel on va tendre. Alors je reviens maintenant à la garantie d'emprunt, le GO, donc qui est contre cette garantie d'emprunt. Personne. Je rappelle que certains l'étaient à un moment contre, mais aujourd'hui ont changé d'avis, donc tant mieux. Qui s'abstient ? Oui, c'est peut-être l'argument que vous avez trouvé, mais enfin, j'en ai vu voter contre la garantie d'emprunt. Voilà. C'était dans la mandature précédente, M. Moulan. Donc qui s'abstient ? Personne. Donc, à l'unanimité, on garantit cet emprunt.
Alors on passe maintenant, avant le vote du budget qui aura lieu en mars, au débat d'orientation budgétaire obligatoire. Donc vous avez reçu le rapport qui, je l'espère, était assez détaillé, nous permettant ainsi de pouvoir orienter autant sur le fonctionnement que sur l'investissement le budget qu'on vous proposera donc au mois de mars. Et c'est Olivier Marical qui va vous exposer donc une partie de ces orientations. Oui, alors dans les communes, je le rappelle, de 3500 habitants et plus, le conseil municipal doit débattre sur les orientations générales du budget primitif dans un délai de 2 mois précédant l'examen de celui-ci. Ce document retrace les évolutions des dépenses réelles et recettes réelles en section de fonctionnement et indique les principales dépenses d'investissement intervenues au cours de l'année 2022 et les principales recettes d'investissement qui ont permis le financement des différents projets. Alors, c'est un document de 36 pages, donc je ne vais pas vous le lire. Donc, je vous exposerai, il y a plusieurs parties. Il y en a une qui concerne le contexte général, national, international. Il y a les chiffres de 2022, donc je précise qu'ils sont en attente de validation de la part de la trésorerie. Alors, pour le fonctionnement. Pour le personnel, je donnerai la parole à monsieur le maire, pour ce qui concerne le personnel et le bilan social. Après, je ferai les chiffres de 2022 en investissement, toujours en attente de validation de la trésorerie, puisque nous n'avons pas encore l'accord de la trésorerie. Et monsieur le maire terminera par la présentation des orientations budgétaires 2023, en fonctionnement et en investissement. Je vous donne le plan, comme ça, vous le savez. Alors je rappelle que ROB a été établi il y a plus d'1 mois. Des modifications pourront apparaître dans l'établissement du budget 2023. Bon, alors les orientations principales, toutefois, resteront. Alors le contexte général international, vous le connaissez tous, c'est les conséquences de la guerre en Ukraine. Au niveau national, le principal problème, c'est les 6% d'inflation, à peu près environ en 2022. Alors pour les collectivités, le projet de loi de finances 2023, alors il y a une hausse des bases locatives de 7,1%. Alors c'est une bonne nouvelle pour la collectivité, c'est une très mauvaise nouvelle pour les particuliers propriétaires. Le barème de l'IR est indexé sur l'inflation, ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour les particuliers. Et je vous rappelle aussi la suppression définitive de la taxe d'habitation en 2023. Alors, en fonctionnement en 2022, les recettes, un total de 10 079 euros, en augmentation de 7,32%. La répartition, c'est les atténuations de charges, c'est les remboursements d'assurance personnelle qui sont en baisse, ça c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a moins de personnel de mairie malade et pour un total de 137 000 euros. Les produits des services, 788 euros, 16% de plus. Là, on a retrouvé l'activité de 2019. Mais ça représente quand même 8% des recettes. Les impôts, 6 928 euros, plus 6%, c'est 69% des recettes. L'impact, c'est énorme. Les impôts représentent 69% des recettes de fonctionnement. La dotation de l'État, c'est 1 859 euros. C'est en hausse, mais grâce au FPIC, c'est le fonds de péréquation intercommunale des communes au niveau national. Mais on a constaté quand même une baisse des droits de mutation, vous le verrez dans le compte administratif. Je vous rappelle aussi la baisse continue de la DGF depuis 2014, ce qui fait un coût cumulé de 3 684 euros. Les dépenses, 8 588 euros, plus 1,60 simplement. Je vous rappelle le taux d'inflation de 6% en 2022. Les charges courantes, c'est 2 241 euros, plus 1%. C'est 26% des dépenses. Alors, les charges courantes, c'est ce qu'on appelle en langage administratif les charges à caractère général. Les fluides, tout ça. Le personnel, 5 034 euros, plus 2,78. Ça représente 59% des dépenses.
Et puis les autres charges, 735 €, c'est les subventions versées, le CCAS, le SI2B et autres, pour 735 €. Alors au niveau financier, l'épargne nette est de 905 €. C'est 508 € de plus que 2021. On retrouve notre épargne nette de 2020. C'est cela qui permet les investissements, je vous le rappelle. Alors l'encours de la dette au 31/12/2022, c'est 3 237 €. Les annuités resteront à peu près au même montant, puisqu'on a des emprunts fixes à annuité constante, c'est-à-dire 670 €. Et la grosse chute d'annuité interviendra le 31/12/2024. Alors le ratio de désendettement, c'est-à-dire la dette sur l'épargne brute, est à 2,17. Nous sommes largement en dessous du seuil d'alerte qui est à entre 11 et 12, je crois. Donc on est à 2,17. Alors pour le personnel, je passe... Oui. Bon, je n'ai pas les chiffres sous les yeux particulièrement, mais vous les avez eus de toute façon, pour dire que c'est un satisfecit, puisqu'on a réussi à maîtriser, je dirais, la masse salariale. C'était quand même la grosse partie. On n'est pas loin de 60% de charges de fonctionnement qui sont dédiées à la masse salariale. Donc, il a fallu être très prudent sur cette masse. Je rappelle aussi, c'est pour ça que c'est difficile de comparer les communes entre elles, c'est que certaines externalisent un certain nombre de services. Nous, on est en régie au niveau de la crèche, donc qui amène forcément plus de masse salariale. On a une cuisine centrale, une liaison chaude, etc. Donc c'est très bien, mais c'est aussi intégré dans la masse salariale. Donc on peut difficilement se comparer, en tout cas, à d'autres communes qui auraient externalisé un certain nombre de ces services. Donc voilà, donc on a, je dirais, maîtrisé en fait notre masse salariale qui n'a évidemment pas trop impacté pour le coup, malgré la hausse du point d'indice, l'épargne brute qu'on va retrouver donc à la fin. Cette maîtrise nous permet d'envisager à nouveau de pouvoir investir correctement sur l'exercice à venir, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Investissement 2022. Alors, les recettes, on a eu 2247 € en 2022, c'est plus 22% par rapport à 2021, on n'avait que 1836 €. Alors, le résultat il est formé de quoi? Le résultat antérieur, 166, le FCTVA, 146, le virement à la section de fonctionnement, 1268. Ça représente 56% des investissements. Donc le virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement, c'est 56% des investissements. Les subventions, 107. Et puis les amortissements, 479 000. Les dépenses, 1 444 000 €, moins 14% par rapport au budget de 2021. Alors les dépenses, là-dedans, il y a la dette financière, 666 €, 46% des dépenses. Et l'équipement, 775 €, 54% de la dépense. Alors, je vais vous donner, vous avez le détail dans le rapport, mais je vais donner les principaux investissements dans les 775 000 €. La rénovation des bâtiments, on a fait 245 €, dont la partie hôtel de ville pour 208 €. Tout ce qui concerne l'aménagement et le cadre de vie, 255 €, dont le cimetière, 111 €. C'est l'allée en bitume qui a été réalisée. Le matériel, 154 €, ce sont les véhicules, l'informatique, les chaudières et tout ça. Et le numérique, on a fait 59 000 €, c'est le portail famille, le site internet, etc. Voilà pour les investissements 2022. Donc je cède à nouveau la parole à Monsieur le maire pour les orientations budgétaires. Voilà, donc on vous a présenté globalement, alors on aura le compte administratif sur lequel on aura aussi à débattre, mais en tout cas, on voit bien qu'on a une partie des recettes dynamiques grâce, je dirais, à l'accroissement de l'assiette fiscale. Ça n'est évidemment pas la dotation de l'État, puisque je rappelle quand même un chiffre aussi. En 2012, nous avions globalement de l'État la DGF et la DSU, la DSR à l'époque, aux alentours d'1,8 million.
et qu'aujourd'hui, dans le budget, on verra apparaître 1,1 million. Donc ça fait quand même 700 000 euros de moins chaque année sur la dotation de l'État. Donc ça n'est évidemment pas pour nous une dynamique. Je vous proposerai aussi dans le débat d'orientation budgétaire, et puis dans les faits, dans les délibérations suivantes, de ne pas augmenter la pression fiscale. Je rappelle quand même que l'État, le gouvernement a décidé d'augmenter de 7% les bases des valeurs locatives. Donc, il serait malvenu d'augmenter les taux d'imposition. D'autant que c'était un engagement aussi de la campagne électorale de dire que nous n'augmenterons pas les taux d'imposition sur l'ensemble de la période. Malgré tout, on voit bien que les ressources fiscales nous permettent encore aujourd'hui d'avoir une épargne brute qui va nous permettre d'investir sur l'année qui vient. De vous dire aussi que nous continuons à nous désendetter, donc la capacité de désendettement s'améliore aussi d'année en année. On va avoir un prêt qui va s'arrêter en 2024, donc on va voir chuter encore un peu plus le désendettement de la commune, qui va justement, après 2024, nous permettre d'imaginer peut-être la fameuse salle polyvalente que nous souhaitons voir sortir de terre un jour. Donc en fait, je dirais que tout cela va s'organiser pour qu'on n'ait pas à peser plus en termes d'endettement sur la commune à travers donc, ce futur équipement. Donc il ne vous est pas proposé d'emprunt sur l'exercice qui va venir. Alors sur les orientations budgétaires à venir, il nous faut évidemment continuer, parce que on le voit bien l'enjeu, de maîtriser au mieux nos charges de fonctionnement. Donc on vous proposera évidemment une hausse de la masse salariale, parce qu'elle sera mécanique, du fait aussi du point d'indice qui a augmenté, mais en tout cas en termes de volume, de ne pas augmenter en tout cas les effectifs municipaux pour essayer de maîtriser cette masse salariale si impactante dans le fonctionnement. Le deuxième point également important, c'est évidemment de tenter de maîtriser au mieux nos factures énergétiques. Et comment on peut au mieux maîtriser nos factures énergétiques ? C'est d'investir justement beaucoup plus que nous le faisions jusqu'alors sur la performance énergétique de notre patrimoine communal. Donc sera inscrit, nous le souhaitons, dans le budget à venir, des gros investissements en matière de transition écologique, de performance énergétique. Jusqu'alors, on était plutôt sur une forme de saupoudrage, un peu d'investir dans les différents établissements scolaires. Ce qu'on vous proposera, c'est plutôt de mettre le paquet, si j'ose dire, sur un établissement et puis de faire les autres à la suite dans une forme de plan pluriannuel d'investissement. De commencer peut-être par celui qui est le plus énergivore, mais c'est l'école Coty donc, qui bénéficiera dès cette année, dans cet exercice budgétaire, de 370 000 euros environ, d'amélioration donc, de la performance énergétique de cette école. Donc on rentre dans cette démarche un peu plus fortement qu'on l'avait fait jusqu'alors, il faut le dire, avec la volonté aussi d'innover, peut-être d'aller vers des panneaux photovoltaïques ou des choses peut-être qu'on n'avait pas encore trop l'habitude d'installer. On en a quelques-uns, mais trop peu. Donc voilà, donc la rénovation thermique, la transition écologique va être, je dirais, la priorité de nos investissements à venir. Le deuxième type d'investissement qui reste prioritaire aussi, c'est de continuer ce qu'on avait commencé à faire depuis quelques années sur l'accessibilité. Donc des investissements d'accessibilité seront importants aussi, notamment à l'école Jean Massé, où des travaux d'accessibilité seront prévus à cet effet. Nous aurons aussi à continuer à penser à notre environnement, au cadre de vie. Donc, on avait commencé un peu de planter des arbres, donc un peu de reboisement, notamment au chapitre. Donc, il est important de continuer la renaturation. C'est comme ça qu'on dit aujourd'hui d'un certain nombre d'espaces. Donc, ça sera le cas du grand parking derrière le centre commercial du chapitre, qu'on va renaturer pour partie. Et puis, je souhaite également qu'on puisse replanter un peu plus d'arbres, peut-être dans le parc de l'Argilière, qui, avec la tempête, a vu quelques arbres tomber. Donc on a un certain nombre d'espaces, de poumons verts, sur lesquels il faut à nouveau continuer à valoriser, dans le but aussi de participer, je dirais, à notre environnement. Et puis également des investissements qui vont être permis pour améliorer les conditions de travail, et également qui vont dans le sens du développement durable. C'est l'achat d'un véhicule électrique, par exemple, aussi,
aux services techniques et également donc améliorer les conditions de travail dans la partie administrative de la restauration scolaire aussi qui devrait être réalisée cette année. Alors c'est vrai que sur l'année dernière, donc sur 2022, on le verra dans le compte administratif, on a réalisé assez peu d'investissements. Mais vous vous souvenez qu'on avait sur soi un certain nombre d'investissements en se disant mais jusqu'où on va aller sur la crise énergétique. Donc on avait peur vraiment d'une chute importante de l'épargne brute. Ça n'est pas le cas parce que justement on a aussi peu consommé, je dirais, sur l'année 2022. Mais pour le coup, on se donne plus de capacité à le faire sur l'année 2023 grâce justement aux efforts qu'on a pu faire dans ce cadre-là. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Un autre point également, je proposerai dans le cadre du budget que nous ayons un maintien des subventions aux associations. Je le dis parce que d'autres communes vont baisser les subventions aux associations. Je crois que Petit-Quevilly va le baisser de 5%, Maromme devrait aussi baisser un peu les subventions. Je crois que la métropole va baisser de 4% les subventions aux associations qu'elle finance. Moi, je souhaiterais qu'on essaie de stabiliser. C'est-à-dire que si, au total, on puisse avoir le même montant que l'année dernière, qu'on puisse être stable sur les subventions, parce que les associations elles-mêmes sont impactées sur leurs achats ou sur leurs salariés aussi. On le verra, il y a une vraie question sur l'école de musique, par exemple, donc qui, quand même, 98 à 99% de leur charge de fonctionnement, c'est de la masse salariale. Donc forcément, quand cette masse salariale, elle augmente, du fait donc de l'augmentation du point d'indice aussi, parce que c'est lié par une convention collective, eh bien ça impacte très fortement la masse salariale. Donc il faut évidemment être à leur écoute pour regarder comment on peut réorganiser les choses et comment on peut les accompagner. Mais c'est vrai aussi de d'autres associations sur lesquelles on va... notamment avec Antoine Ojeda, au niveau sportif, essayer de soutenir peut-être un certain nombre de projets qui sont proposés, tant en investissement qu'en fonctionnement. Voilà, donc ça c'est en direction des associations. Et puis enfin, au niveau scolaire, au niveau de la jeunesse, eh bien, nous maintiendrons évidemment toutes les... comment ? Pas dans le budget, non, pas dans le budget. Mais on maintiendra en tout cas toutes les subventions aux coopératives, tout ce que nous pouvons déjà apporter aux écoles sera évidemment proposé dans le budget comme ça l'était précédemment. Je me tourne vers la jeunesse aussi, sur lequel les budgets seront aussi maintenus, y compris ensuite dans l'animation avec Marie Chaillet. Donc on voudrait maintenir le festival qu'on avait mis en place, vous vous souvenez, l'année dernière. Donc on devrait pouvoir le maintenir dans le budget. On n'aura pas le voyage des anciens cette année, vous savez qu'on le fait une année sur deux, mais il y a l'Armada cette année. Donc on va proposer malgré tout quand même un petit voyage, une journée pour nos anciens, pour les descendre à l'Armada. Donc il sera intégré dans le budget pour maintenir évidemment et renforcer encore le lien social. Nous aurons évidemment aussi à maintenir nos subventions au Centre Pernay, faire, enfin toutes les associations à caractère social. Voilà ce que je voulais vous dire sur les orientations qui vous seront proposées. Et puis vous avez le document pour entrer un peu plus dans le détail. Voilà, je vous laisse réagir maintenant à ce qui vous est proposé. Monsieur Boulan. Donc effectivement, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le maire, ainsi que Monsieur Maréchal, le contexte international impacte fortement désormais les ménages, mais également les collectivités. Je voulais juste vous couper deux secondes pour vous dire que je vous proposerai aussi au prochain conseil municipal, suite au drame qui s'est passé en Syrie et en Turquie, une subvention exceptionnelle aussi de soutien. Alors on voulait le passer ce soir, mais on n'a pas trouvé encore l'association à qui on pourrait verser une subvention exceptionnelle. Donc voilà, alors, comme vous étiez sur ce sujet-là un peu, ça m'est revenu. Pardon. Je vous laisse. Après, si tout le monde est d'accord, on pourrait peut-être voter la subvention dès maintenant. Si... Oui, mais on ne sait pas à qui. Enfin, après, vous avez... Enfin, en tout cas, on est, je pense, sur le principe... Parce que c'est maintenant qu'ils en ont besoin, bon. Oui. Oui, faire un peu comme à la métropole où le président de la métropole a demandé l'avis unanime donc du conseil pour pouvoir. Alors bon, on peut en tout cas estimer sur le principe qu'à l'unanimité du conseil, on est favorable à verser une subvention exceptionnelle dans ce cadre.
Pardon, je vous ai coupé. Alors, oui, non. Donc effectivement, le contexte international nous impacte maintenant fortement. On voit qu'on vit dans un monde mondialisé. Donc voilà, la guerre en Ukraine, c'est tout près de chez nous. La Turquie, on va avoir sans doute des répercussions. D'autres catastrophes naturelles au niveau du changement climatique demain, humanitaire, politique. On voit ce qui se passe entre les États-Unis et la Chine avec leur jeu de ballon. Assez pathétique. Donc voilà, aujourd'hui, il va falloir se poser la question effectivement de la résilience de notre territoire et de notre territoire local. Et plus particulièrement, on le voit, le budget est impacté fortement aujourd'hui par les coûts énergétiques. Donc on peut parler un petit peu de résilience énergétique. Dans ce cadre-là, sur le rapport d'orientation budgétaire, sur le document, pour ma part, j'ai été plutôt satisfait de voir que l'école Claudie-Nuret était fléchée de manière importante sur ses travaux d'économie d'énergie. Après, voilà, on est un peu en deçà de 400 000 € de travaux. Il y a la société Alterne qui va mettre un peu son nez de spécialiste dedans. J'espère que demain, si on vous propose un nouveau bouquet de travaux d'économie d'énergie, vous pourrez mettre le paquet encore plus. Voilà. Alors, on a effectivement l'autofinancement. On est endetté encore un petit peu jusqu'au cou, allez, jusqu'au col, puisqu'on a 800 000 € encore d'annuités de la dette qui partent pour le remboursement, avec cet espoir d'un emprunt qui se terminera dans 2 ans. Enfin, cet espoir, il va se terminer dans 2 ans. Voilà, donc les temps changent, les mentalités aussi. On est endetté, on est très endetté, mais voilà. Demain, aujourd'hui, on a des impératifs qui sont les travaux d'économie d'énergie. Donc un emprunt dans ce cadre-là, voilà, ce serait pas quelque chose de politiquement interrogeant, sachant que l'État a mis en place un fonds vert et beaucoup d'autres aides, la métropole également, donc vous les listez. Voilà, nous on préférait que vous passiez déjà par ces biais-là plutôt que de refaire un nouvel emprunt, même s'il est un peu plus vert. Sur la salle multifonction, effectivement, là on est toujours sur le même débat, 2 mètres carrés en plus. Pour qui, pourquoi, on a un peu de mal à avoir la visité sur ce projet, hein, pour lequel, je vous le répète, hein, vous n'avez pas été élu pour ce projet-là, vous auriez été élu sur bien d'autres choses, dont votre personnalité, monsieur le maire. Mais voilà, sur ce projet-là, je pense qu'il faut, et je le redis encore à cette assemblée, il faut le recalibrer. Alors là aussi, j'ai été satisfait de voir que votre assistant en maîtrise d'ouvrage a sorti un projet à 9 millions d'euros. Vous avez dit niet, on est redescendu à 5 millions. D'objectifs. Là encore, je pense que vous pouvez faire l'effort d'une nouvelle économie pour réduire encore ce projet-là. Voilà, il y a peut-être une possibilité peut-être une possibilité d'avoir quelque chose d'opérationnel comme vous l'entendiez, hein, en s'appuyant sur peut-être la société civile. Voilà, nous on est contre ce projet-là, hein, parce que voilà, on ne l'imagine pas, on ne le pense pas, on ne le conceptualise pas et on ne l'explique pas, surtout dans le moment actuel où il faut mettre le paquet sur les travaux d'économie d'énergie. Mais c'est ce qu'on fait, en fait, dans ce projet-là. Parce que vous pensez que le petit Lido, il n'est pas énergivore? Bien sûr, bien sûr. Et vous pensez qu'on va pouvoir le garder encore 20 ans, le petit Lido? Bien sûr, mais voilà, ouais. il faut qu'on explique les choses, il faut qu'on fasse le transfert, il faut que les mètres carrés de demain coûtent moins cher que les mètres carrés d'hier. Ça, c'est certain. On est bien d'accord là-dessus. On a au niveau énergétique également des interrogations, notamment avec Madame Bonneau, sur toujours le réseau de chaleur. Il y a plusieurs, c'est passé à la métropole, il y a plusieurs centrales de chaleur qui désormais font l'objet d'un zonage avec une obligation de se raccorder au-dessus de 50 kVA sur ce réseau. Donc on espère que celui qui dessert Biorel sera bientôt concerné par ce zonage pour que les gros projets puissent se raccorder sur cette station. Bien sûr. Voilà. Voilà, j'en dirai pas plus parce que mes collègues ont beaucoup d'autres choses à évoquer. Voilà, c'est un nombre de choses. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment mettre le paquet sur cette résilience énergétique, puisque voilà, demain, je peux être assez pessimiste
sur cette augmentation des coûts. Il y a la guerre, il y a des contextes généraux, mais quand on voit que Total nous sort un bénéfice de 20 milliards d'euros, alors certains s'en réjouissent, ça va faire des impôts, ça va alimenter des fonds verts par Total, que Total nous promet, mais effectivement, derrière, Total a l'impression même qu'ils s'excusent d'avoir fait ces 20 milliards d'euros, malgré l'effort qu'ils nous ont mis au niveau des pompes. Ce qui veut dire que, voilà, dans toute guerre, il y a des spéculateurs. Là, on a l'impression que c'est un mécanisme de spéculation. Total le subit. Bon, c'est bénéfice, mais voilà. Et Total, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Donc, les coûts énergétiques, c'est le gros point de vigilance de tous les politiques locaux d'aujourd'hui, je pense. Merci. Monsieur Thomas, oui. La salle multifonction, donc on apprend. Alors, elle n'est pas inscrite, on ne l'inscrira pas cette année. Hein, oui, mais c'est quand même dans le rapport, on en parle. Donc, comme on parle du rapport aujourd'hui, donc effectivement, il y a cette idée qu'il n'y aura pas de prêt a priori pour cette salle. Vous parlez d'un groupe d'élus et de techniciens qui sera mis en place pour travailler donc à cette préfiguration en quelque sorte. Est-ce que vous avez une idée de qui, pourquoi, comment ? Parce que on a parlé de concertation moderne la dernière fois. Et sur l'idée qui revient de plus en plus souvent qu'il y aurait trop de bâtiments communaux sur Biorel. Alors on commence cette année, donc on va détruire les anciens vestiaires de foot et le centre médico-social. Hein, c'est ça, on va commencer par ça. C'était prévu de toute façon. Est-ce qu'il y a une étude qui est prévue sur quel bâtiment serait entre guillemets en trop ? Parce qu'évidemment, si on pouvait tous les garder, est-ce qu'il y a une priorité, une priorisation, les plus énergivores voilà. Merci. Je vous laisse peut-être décliner et puis je répondrai à la fin avec Olivier Marical. Madame Dubec, oui. Continuer sur, effectivement, oui, vous savez tous de quoi je vais parler. Effectivement, donc, parce que... oui, je saute dans le bas. Non, mais vous parlez effectivement dans la section investissement. Donc, on a vu plusieurs projets, dont cette salle multifonction. Mais on n'a rien vu effectivement concernant le dossier piscine. Donc ça nous interroge quand même, puisque vous parlez d'une politique d'investissement plus ambitieuse qui tiendra compte des attentes des habitants. Il me semble que ça fait partie effectivement des attentes des habitants. De plus, lors de la cérémonie des vœux, vous avez évoqué une piste qui s'ouvrait peut-être pour ce dossier. Alors, nous aimerions bien avoir quelques pistes, effectivement, concernant cette piste, ou est-ce que c'est encore une fois remis au calendrier grec, voilà. Donc, surtout, moi, je voulais dire aussi que pour avoir rencontré des membres de du GCOB, les sections natation, plongée, etc., qui sont tout à fait volontaires et prêtes à s'intégrer dans un groupe de travail, justement, où l'on pourrait, on en avait parlé aussi avec Antoine Ojeda, essayer de voir sur des équipements sportifs, enfin nautiques alentour, voir un peu leur fonctionnement et ce qui est possible de réaliser à moindre coût. Enfin, je veux dire par là que des gens sont volontaires et prêts. Il y a une nouvelle équipe maintenant au GCOB avec les 3 présidents qui mènent ça, et donc il y a une volonté effectivement d'aller de l'avant. Donc je pense que ça serait bien si on pouvait un jour avoir une piste heureuse. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, commentaires ? Madame Bonneau, oui. Oui, je vais faire la même remarque que ce que j'ai fait au moment de la commission finances, quand on nous a présenté ce ROB. Il y a quelque chose qui me gêne un petit peu dans cette présentation, c'est qu'on tient compte des événements nationaux, internationaux, des indicateurs économiques, etc. On a eu la chance cette année d'avoir vu se réaliser une analyse des besoins sociaux. C'est le CCAS qui avait eu ça. C'est
dommage qu'on n'ait pas profité et qu'on n'ait pas eu encore la restitution et qu'on n'ait pas profité de la photographie de Biorel pour pouvoir cibler justement des dépenses qui correspondent effectivement aux besoins des habitants de Biorel. Il y aurait eu moyen certainement de faire des choix d'investissement qui peuvent être un petit peu différents. On sait que sur Biorel, il y a quand même une population avec des revenus relativement compliqués. Effectivement, le taux de location, comment dire, la valeur locative va augmenter de façon très importante et il va y avoir donc un taux d'imposition, le taux d'imposition, même s'il reste le même, fera monter les montants d'imposition de façon importante. Est-ce qu'on ne peut pas envisager de baisser pour certaines personnes ce taux, notamment ceux dont je parlais tout à l'heure, là, les propriétaires des logements sur le plateau des provinces avec des immeubles mal isolés, etc. C'est quand même dommage qu'on ne puisse pas leur faire profiter éventuellement d'une petite baisse du taux. Alors, je sais bien, vous allez me dire, il faut que tout le monde soit sur le même plan d'égalité, mais qu'il y ait une action sur les bâtiments à rénover. Et ça, c'est quelque chose quand même qui est important. Oui, je sais bien, mais est-ce qu'on ne peut pas trouver un moyen pour aider Alors, il y a effectivement la diminution du montant de l'impôt si on fait des travaux, mais il faut déjà avoir un portefeuille bien garni pour pouvoir faire des travaux d'isolation. Bon, sur l'ABS, on a vu aussi, et ça, il faudrait peut-être en tenir compte aussi dans le budget, qu'il y a beaucoup de jeunes, et notamment des adolescents, qui ont des besoins. Il faudrait arriver à cibler aussi des actions ou des améliorations des équipements pour que ces jeunes puissent ne pas compter que sur la colonie de vacances qui leur ouvre beaucoup de choses, mais aussi sur des activités pérennes sur la commune. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Questions? Non? Alors, Xavier Auguel veut prendre la parole, peut-être, non? Non. Olivier Marical. Oui, au niveau du taux d'imposition, je rappelle que c'est l'égalité devant la loi et que c'est le même taux pour toute la commune. C'est obligatoire. On ne peut pas différencier le plateau des provinces. Maintenant, le taux d'imposition, je vous rappelle que ça concerne uniquement les propriétaires. Je le rappelle parce que les gens dont vous parlez, dans l'analyse des besoins sociaux, ne sont pas propriétaires. Ils sont locataires les 90% du temps. Ils peuvent être aussi propriétaires de leur appartement. Oui, mais il y en a très très peu, Madame Bonneau. Les trois quarts, même plus des trois quarts, sont locataires. Donc l'imposition ne les touchera absolument pas. On fera plutôt bénéficier à ceux qui ont les moyens d'une baisse d'impôt. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Non, pas particulièrement. Bon, je vais répondre à quelques questions avant de clôturer. D'abord, Monsieur Boulan, j'ai le sentiment qu'on va en tout cas dans le bon sens. C'est comme ça que j'ai vu votre intervention. Alors, on va peut-être pas assez vite, pas assez loin, etc. Mais en tout cas, c'est plutôt bien orienté. Vous nous encouragez dans cette direction, en tout cas. Et c'est plutôt une bonne chose, à mon avis. Vous dire quand même, il y a parce que j'ai toujours un petit souci avec l'endettement, avec les emprunts structurés, etc., qui n'existent plus depuis longtemps. Non, mais la ville n'est pas surendettée. Je vais quand même vous rassurer là-dessus, parce que quand on regarde le ratio de désendettement, on est à 2,17 ans. Alors je sais que des communes sont à 0, hein, mais la moyenne de la strate de population, c'est aux alentours de 8-10 ans. Et qu'il ne faut surtout pas dépasser les 12 ans, en fait, hein, le ratio de désendettement. Donc on est à 2,17, donc on est plutôt une commune qui a la capacité à investir. Alors, ça va plutôt dans le sens, d'ailleurs, que vous nous avez dit, s'il faut faire un emprunt pour aller plus vite et plus loin, vous avez donc la capacité de le faire. Autre point aussi sur la salle polyvalente. Vous êtes plusieurs, je crois, en avoir parlé. Alors, effectivement, on reprend le dossier.
on avait commencé à se dire qu'on pouvait peut-être y associer beaucoup plus d'activités culturelles, sociales, associatives ou autres dans ce type de projet. Et puis on a vu très vite que c'était bien beau de définir un projet, mais qu'il fallait aussi rester dans une enveloppe raisonnable. Alors qu'est-ce que ça veut dire raisonnable? Bon, ça veut dire surtout aussi de réaffecter des mètres carrés. Et de se dire que si on construit quelque chose de neuf, donc avec plus de performance énergétique, etc., il ne fallait pas que ça surrajoute à des mètres carrés existants, qui sont, eux, énergivores. Donc c'est bien à la place d'eux. Ce n'est pas en plus qu'on veut construire une salle, c'est bien à la place d'eux. À la place, effectivement, du petit Lido, à terme. Alors moi, je ne peux pas préjuger aujourd'hui de ce que sera... c'est plutôt la mandature suivante qui décidera de ce qu'on fera du petit Lido par la suite. Ce ne sera pas notre mandature, à mon avis. Et puis d'autres salles qui peuvent être partagées aussi. Il y a des activités mutualisées qui peuvent être partagées dans des espaces, etc. Et de se dire qu'effectivement, alors on va commencer par supprimer quelques mètres carrés qui nous coûtent très cher, mais ça signifie quand même qu'il faut une réflexion globale. Et ça, qui mieux que effectivement nos services et nous-mêmes, qui connaissons bien ce fonctionnement, pouvons apporter un certain nombre de décisions. Donc j'ai demandé à certaines commissions de commencer à y travailler, de regarder les choses. Et bien évidemment, le moment venu, on y associera aussi le monde associatif qui utilise régulièrement ces espaces. Mais en tout cas, on est bien dans cette logique-là de se dire il faut... faire une forme de diagnostic de nos mètres carrés, de notre patrimoine communal pour savoir comment on peut optimiser les choses. On y réfléchit aussi avec les scouts, par exemple, qui ont un espace important au milieu de la commune et qui n'est utilisé qu'à la pratique des scouts, mais c'est pas toute la journée, c'est quelques soirées, quelques week-ends. Donc hors de notre idée de vouloir sortir les scouts de Biorel. Historiquement, ils sont bien chez nous, les scouts et guides de France, mais il y a sûrement des réflexions à avoir aussi pour optimiser l'ensemble de ces espaces. Voilà un exemple, mais il pourrait y en avoir d'autres. Donc on a reçu les responsables des scouts pour qu'eux-mêmes puissent avoir cette réflexion à leur niveau. Alors évidemment, quand on parle d'équipement, de patrimoine ou autre, eh bien revient régulièrement l'équipement nautique qui n'était pas porté par la ville. N'était pas porté par la ville, mais par un syndicat intercommunal. Donc il est un peu normal aussi qu'on ne le voit pas apparaître dans le débat d'orientation budgétaire. Alors effectivement, la ville de Biorel seule, c'est certain, ne peut pas, seule en tout cas, assurer et assumer des travaux importants, 5 millions d'euros d'après l'étude, pour ensuite, parce qu'il y a les travaux, mais il y a surtout aussi le fonctionnement. Donc le déficit d'exploitation, je le rappelle, est aux alentours de 600 000 euros actuellement, si on met l'inflation de l'énergie. Donc je ne vois pas trop comment on pourrait financer 600 000 euros par an dans le budget communal. Même à minima, 5 millions de travaux, c'est pas énorme, quand on voit que la ville de Rouen projette de faire une piscine tout près de là à 15 millions d'euros. Je précise quand même. J'aurais préféré que la ville de Rouen vienne nous aider d'ailleurs. Ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est un point. Alors, c'est vrai que je me suis tourné vers les maires de Bois-Guillaume et d'Isnoville, voire au-delà, mais les autres n'ont pas répondu. Qu'est-ce que vous voulez ? Moi, si on ne répond pas, on ne répond pas. Et les maires de Bois-Guillaume, mais je crois que vous avez un contact assez régulier avec le maire de Bois-Guillaume et d'Isnoville, eh bien, nous décidons effectivement de mener ensemble, en concertation et en réflexion commune, une proposition que nous voulons formuler avant l'été aux conseils municipaux des 3 communes, la même délibération, pour lancer une vraie réflexion qui aboutira à une concertation des habitants, parce qu'à un moment aussi, il faut les interroger, sur une proposition donc, qui sera faite de rénovation de la piscine. Alors, je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, parce qu'on y travaille, notamment avec la DRFIP, la Direction des Finances Publiques, pour apporter évidemment un certain nombre de réponses à des questions que vous avez déjà, ou que vous aurez en tout cas au moment où on présentera dans les conseils municipaux cette délibération, qui sera commune aux 3, puisque... sans trahir de secret, les 3 maires ont déjeuné ensemble ce midi
pour parler à la fois de l'école de musique, pour parler à la fois d'Europe Échange, pour parler à la fois de la piscine et pour parler également du relais petite enfance qu'on va mettre en place. Donc les 3 communes acceptent de plus en plus à mutualiser des services, à travailler ensemble justement pour faire aussi des économies d'échelle. Et donc le dossier de la piscine, eh bien, je remercie les maires de Bois-Guillaume et d'Isnoville de mener cette réflexion avec nous, parce que seul on n'y arriverait pas et on ne pourrait pas le faire. Donc voilà, donc dans les mois qui viennent, vous aurez sur table une délibération vous proposant une méthode et des choses assez tangibles à vous proposer sur ce point. Enfin, sur ce que Madame Bonneau aussi a proposé, donc effectivement, nous n'avons pas encore défini de plan d'action à la suite de ce qu'on a appelé l'ABS, c'est ça, du diagnostic social. Mais de toute façon, ça n'aurait pas apparu ici, puisque c'est en fait plus le CCAS qui va le mettre en place, et c'est dans le débat d'orientation budgétaire, je me tourne vers Isabelle et Françoise, c'est plutôt dans le débat d'orientation budgétaire du CCAS que l'on va décliner un certain nombre d'actions. Et en fonction d'ailleurs de ce que le CCAS aura décidé comme action, peut-être que ça impactera le budget communal, mais on le saura que dans un deuxième temps. Donc aujourd'hui, dans le débat d'orientation budgétaire, on continue évidemment à financer le CCAS, mais on n'applique pas pour l'instant le plan d'action tel qu'il sera discuté, défini, et le travail est en cours et va d'ailleurs bientôt, le 23 mars, on aura donc une réunion pour parler du diagnostic. En tout cas, tant sur le domaine social que sur le domaine de la jeunesse, on a, Madame Bonneau, une politique tarifaire qui est très incitative, qui est très sociale, avec des tranches, on a 6 tranches, qui permet quand même aux familles, je dirais, les plus démunies, les plus en difficulté, d'avoir un accès au service qui est bien loin de ce que coûte réellement le service. La restauration scolaire, on est à 1,11 € pour la première tranche, quand le repas est plutôt aux alentours de 7,50 €, on va dire. Donc l'effort de solidarité de la commune, il existe sur ces familles. Et on continuera évidemment à le faire dans le cadre de ce budget. Donc voilà, il me faut mettre aux voix le rapport en tant que tel. Parce que c'est certes un débat, voilà, je me tourne vers le juriste, mais je suis obligé quand même de le faire voter. Alors, je précise qu'on n'a pas adopté, on ne parle pas de budget, là on parle du rapport, est-ce qu'il y a eu un débat qui s'est instauré. Le législateur a demandé de voter malgré tout sur cette question-là. Moi j'aurais préféré qu'on reste sur un débat d'orientation budgétaire. Bon. Si vous le souhaitez, mais il faut quand même que je le fasse voter. Donc, qui est contre le fait qu'il y ait eu un débat et un rapport sur les orientations budgétaires? Il est d'accord sur le fait que le débat a eu lieu, ça, il n'y a pas de... Bon. Mais c'est là-dessus que je vous... Pas sur le budget en lui-même, parce que le budget, vous aurez à le voter ou pas la prochaine... Voilà. Mais je sais, je conçois bien que... J'avais résisté au départ pour pas voter, puis on m'avait dit non, il faut voter. Alors votons. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc vous ne prenez pas part au vote, c'est inscrit dans le rapport. Et donc je pense que l'ensemble admet effectivement que nous avons fait un bon rapport. Je remercie les services d'ailleurs. On ne l'a pas forcément tous fait. Madame Bonneau? Oui, moi je voudrais rajouter une petite chose. On est toujours en train de parler de concertation, etc. Apparemment, ça fonctionne mieux. On ne pourrait pas en profiter pour réinstituer un quart d'heure citoyen à la fin du Conseil, pour permettre aux personnes extérieures de parler et d'être là. C'est un vœu pieux. Vous direz peut-être parce qu'il n'y a pas le quart d'heure qu'ils ne sont pas là, mais il n'y a pas grand monde quand même. Non, mais justement, ils ne sont pas forcément intégrés non plus à la délibération. C'est un petit peu dommage. Après, c'est vrai que moi, je préfère le schéma de réunion publique dans les quartiers, parce que ça permet quand même d'aborder peut-être plus de thématiques, peut-être moins du sujet d'actualité au conseil municipal. Donc, c'est pas une tradition qu'on a à Biorel. Oui, une question qui n'a de divers que le nom.
nous voyons beaucoup de techniciens, donc on a l'impression que les choses vont avancer au niveau d'une réflexion suite à l'accident qui a impliqué le vélo. Est-ce que vous avez des informations de votre côté? Hier encore, ils étaient sur place? Oui. Donc effectivement, la métropole a bien travaillé sur le sujet. Nous avons eu Jocelyne Brochard 7-8 réunions, je crois, depuis. Donc vraiment un travail soutenu et en collaboration avec les services à la fois de la DIRNO, de l'État et surtout de la métropole. C'est celle qui est à la manœuvre, qui pilote les choses. Et donc, un certain nombre de propositions ont été formulées pour sécuriser à la fois le côté piétonnier et le côté piste cyclable. Donc, des aménagements lourds vont être réalisés dans les mois qui viennent, normalement à Pâques, je crois, sur les week-ends. Et puis surtout, oui, cette concertation, c'est ce que j'allais dire, a été menée aussi avec les associations, notamment l'association Sabine, qui a un œil particulier, qui a une expertise aussi sur les pistes cyclables, etc., qui ont été très entendues par le vice-président Moreau, qui a monté une réunion la semaine dernière, je crois, ou il y a 15 jours maintenant. Mardi. Je ne sais plus, oui. Enfin, en tout cas, qui a duré 2 bonnes heures et demie avec des réponses factuelles qui a été faites à l'association ou autre. Donc, alors, en attendant des travaux de plus long terme, en fait, de sécurisation de l'ensemble de cet axe, puisque c'est une piste cyclable qui a déjà quelques années. Aujourd'hui, on ne ferait plus ça, on ne ferait plus de la même manière. Donc, et en plus, avec l'urbanisation qui va exister aussi, il faut évidemment repenser l'ensemble de la piste cyclable, ce que s'engage évidemment la métropole. Mais il y avait quand même à court terme, moyen terme, à faire des travaux de sécurisation dès maintenant, avant de s'engager dans un axe structurant plus fort. Donc voilà, donc les choses avancent et nous devrions voir les travaux apparaître sur les vacances de Pâques. Voilà, pendant cette période-là, parce que c'est quand même un axe qui circule beaucoup. Donc il va y avoir une surélévation, de la signalisation horizontale, etc. Donc ça demande des travaux importants. Donc sur une période, il y aura une circulation alternée et autre. Donc ils souhaitent évidemment le faire sur une période scolaire. Est-ce qu'il y a une situation provisoire de mise en place? Oui, déjà, oui. Oui, actuellement. Oui. Oui. Si vous prenez la Brogelle, on voit bien. Oui, donc des choses ont déjà été mises en place. C'était vraiment l'urgence et le court terme. Et donc à moyen terme, des choses vont être réalisées prochainement, donc validées par les services. Et puis à terme, voilà, on aura encore du travail à faire sur la mobilité douce. Voilà, écoutez, on arrive au bout du conseil municipal. Je vous remercie encore de votre participation. Je vous souhaite une bonne soirée. Je clôt le conseil. Merci.